Maintenant, Gilles, après l'ouverture, voilà, Gilles va nous faire un point sur l'introduction sur les stratégies du Fonds mondial. Mais juste pour préciser, Serge Géolier est co-modérateur. Serge, vous êtes là, à distance? Non. Il n'est pas là. D'accord, ah oui, pardon. Ok. Bon, de toute façon, il y aura des questions de la salle, il y aura des questions aussi sur le chat. Donc, pour tous ceux qui nous regardent, vous n'hésitez pas à poser des questions via le chat. Après l'intervention de Gilles, on aura une deuxième intervention plus longue sur le bilan du Fonds mondial à 20 ans et on y reviendra tout à l'heure. Mais d'abord, Gilles, un mot donc sur l'introduction, ton introduction sur les stratégies du Fonds mondial. Oui, en fait, je voulais simplement donner quelques éléments de contexte avant la présentation de Christelle Boulanger, qui sera très élaborée et peut-être donner une opinion sur ce qui se passe au Fonds mondial. Tout d'abord, comme probablement vous le savez tous, mais enfin je le rappelle parce que le Fonds mondial de lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose n'est pas si bien connu que cela. Il a été créé à cause de la pandémie de VIH en 2002 par Kofi Annan. Donc c'est vraiment une institution financière qui a été créée au pic de la pandémie et d'abord et avant tout c'est un mécanisme financier. On verra qu'il dépasse un peu son mandat initial, mais c'est d'abord un mécanisme financier et ce n'est pas une organisation multilatérale au sens du système des Nations Unies, c'est une fondation de droit suisse, même si d'une certaine façon le Fonds mondial participe largement à l'establishment multilatéral en santé mondiale. L'objectif initial du Fonds mondial, c'était complètement ciblé sur les trois pandémies, c'est-à-dire d'abord et avant tout le VIH, initialement en tout cas, et puis la tuberculose et le paludisme. Mais ce qui était très original dans le Fonds mondial pour un mécanisme financier, c'est que sa gouvernance, aussi bien dans les organes supérieurs de gouvernance que sur le terrain dans les pays, a toujours été conçue comme une gouvernance participative avec les organisations de la société civile, avec les différentes entités, les stakeholders comme on dit en anglais, c'est-à-dire tous ceux qui participaient à la lutte contre les maladies. Parmi ces stakeholders, en tout cas au niveau central, mais de temps en temps sur le terrain, il y en a qui sont particuliers. Je pense à la fondation Bill et Melinda Gates, qui a toujours eu un rôle, même si financièrement elle ne contribue pas de façon majeure au Fonds mondial, elle y contribue suffisamment pour avoir un ticket d'entrée au conseil d'administration, mais également dans un certain nombre de pays, localement, dans ce qu'on appelle les CCM, c'est-à-dire les organes locaux de gouvernance et de coordination. Et on en reparlera peut-être, mais l'influence, en tout cas scientifique, de la Fondation Gates est tout à fait considérable au sein du Fonds mondial, comme elle l'est d'ailleurs dans le paysage de la santé mondiale en général. C'est un point qui est pas forcément très bien connu pour ce qui concerne la façon dont le cerveau du Fonds mondial fonctionne. Le Fonds mondial, c'est quand même 55 milliards de dollars qui ont été dépensés ces 20 dernières années dans la lutte contre les trois maladies. Ce n'est pas le plus gros bailleur. Le PEPFAR, c'est-à-dire la coopération bilatérale américaine, c'est 85 milliards en 20 ans. Et souvent, d'ailleurs, il est difficile de départager dans les pays où ces deux grosses financeurs financent. Il est parfois difficile de départager. Ils se battent un peu pour savoir qui est responsable de tel ou tel résultat et qui a été le contributeur prédominant des succès enregistrés. Il faut savoir aussi que le Fonds mondial et du reste a été quand même, avec le PEPFAR, un contributeur majeur au financement des antirétroviraux, surtout au début, mais toujours aujourd'hui, puisqu'à peu près 65% de l'argent du Fonds mondial est consacré à l'achat de produits de santé. Ce qui en fait une énorme centrale d'achat, en quelque sorte, une espèce d'Amazon de l'achat des produits de santé dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH, ce qui est aussi un point qui n'est pas très bien connu, mais qu'il est important
d'avoir en tête. Le Fonds mondial prétend avoir contribué, alors être responsable, co-responsable, en tout cas avec le PEPFAR, d'une diminution spectaculaire de la mortalité dans ces 3 maladies, puisqu'elle a baissé sur ces 20 ans d'environ 50%, bon, plus ou moins selon les maladies, et on verra que tout n'est pas parfait dans ce monde-là, mais enfin, il est indiscutable que le Fonds mondial a eu un effet majeur sur la réduction de la mortalité et aussi de l'incidence du VIH dans les pays les moins favorisés. Mais avant même la pandémie de Covid-19, les résultats, on dira, étaient un peu pas forcément aussi satisfaisants qu'on aurait pu l'attendre compte tenu des sommes dépensées. Il faut bien dire qu'un an avant la pandémie de SARS-CoV-2, on se posait des questions. La mortalité due à la tuberculose a remonté, l'incidence du VIH dans certains groupes a augmenté, la prévalence du dépistage du VIH a baissé et la mortalité du paludisme, on y reviendra aussi bien entendu, a augmenté. Alors évidemment, ce n'est pas la faute du Fonds mondial, mais toujours est-il que les résultats n'étaient peut-être pas aussi continuellement spectaculaires qu'on le pensait. Et d'ailleurs, quand on regarde le dernier rapport 2020-2022 de ce qu'on appelle le Technical Review Panel au Fonds mondial, qui est un évaluateur semi-indépendant, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de points sur lesquels les résultats ne sont pas satisfaisants. En matière de prévention, les investissements et les résultats ne sont pas satisfaisants. En matière de population clé, comme on dit, les résultats qui représentent 65% des nouvelles infections, les résultats ne sont pas très satisfaisants. En matière d'intégration et de renforcement des systèmes de santé, alors que le Fonds mondial, depuis presque une dizaine d'années, prétend également renforcer les systèmes de santé, les résultats ne sont pas satisfaisants. Et surtout, pour beaucoup d'entre vous qui êtes des épidémiologistes, il faut bien dire que le Fonds mondial n'a jamais mis en place un système d'évaluation qui soit satisfaisant d'un point de vue qualitatif et que donc il est difficile de savoir ce qui se passe et les chiffres sont approximatifs et pas très bien, souvent pas très précis. Et puis enfin, il faut bien le dire aussi, il y a quand même des questions qui restent. On y reviendra à la discussion lors de la table ronde, notamment avec Hélène Roger. On continue à avoir des interrogations sur l'efficience du Fonds mondial et le taux d'absorption sur le terrain au dernier kilomètre des fonds du Fonds mondial. Parce que le Fonds mondial dit en gros qu'il décaisse 84% de son argent chaque année à peu près, ou par cycle, je ne me souviens plus, mais en tout cas, au dernier kilomètre, on mesure pas bien le taux d'absorption et c'est pas du tout évident que les résultats en matière d'utilisation, de distribution et d'utilisation des sous et des produits de santé financés par le Fonds mondial, ce soit satisfaisant. Enfin, et pour finir, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'en matière de santé mondiale, il y a 2 mots aujourd'hui qui sont sur la place publique, 2 concepts qui sont sur la place publique et qui sont l'objet de débats assez violents, je dois dire, qui sont le concept de décolonisation de la santé mondiale, d'une part, et le concept de localisation de l'aide et des moyens financiers pour le développement en santé. Ces 2 concepts interpellent principalement les organisations du Nord, notamment les organisations financières, en leur disant « écoutez, ça suffit, tous les moyens sont au Nord, toutes les stratégies sont décidées au Nord, que ce soit par des organisations multilatérales ou des coopérations bilatérales, voire même de grandes organisations internationales, et il faut que ça s'arrête, il faut que la gouvernance soit beaucoup plus participative, que la décolonisation en quelque sorte soit actée, même si beaucoup débattent le fait d'utiliser ce terme dans ce contexte, et que les pays et les organisations du Sud aient beaucoup plus la main sur les choix stratégiques, sur les choix financiers et sur la gouvernance des fonds internationaux consacrés à la lutte contre ces 3 maladies. Vous verrez donc que des efforts ont été faits dans cette nouvelle stratégie du Fonds mondial. Christelle Boulanger en reparlera de façon exhaustive, je pense, pour répondre à ces critiques et aux nouveaux
aux nouveaux enjeux, en sachant qu'il y a 2 points majeurs dans cette nouvelle stratégie, en tout cas qui sont annoncés, 2 intentions majeures dans cette nouvelle stratégie. Et toute la question est de savoir ce que vont devenir ces intentions. La première intention, c'est que le Fonds mondial investisse beaucoup plus de façon transversale dans les systèmes de santé, qu'il abandonne sa stratégie verticale maladie par maladie et qu'il renforce de façon beaucoup plus homogène et efficiente les systèmes de santé, notamment le laboratoire, les data dont on a parlé tout à l'heure, les ressources humaines en santé. Et la deuxième grande évolution stratégique que j'ai évoquée au tout début de ma prise de parole, qui est la question de qu'est-ce qu'on fait avec les épidémies, les émergences, et qu'est-ce que ça veut dire que le Fonds mondial va s'intéresser à la préparation, à la prévention, à la préparation et à la riposte aux pandémies. Pour tout vous dire, les choses sont assez floues. On en reparlera lors de la table ronde, bien entendu, et avec Christelle. Et tout cela reste à préciser. Et je pense que la communauté que nous représentons, des acteurs de la santé mondiale, a son mot à dire d'une façon ou d'une autre, à travers les organes de gouvernance, notamment locaux, parce qu'il faut dire qu'à Genève, c'est quand même très, très verrouillé, de façon à ce que tout cela se transforme en quelque chose de plus efficient. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois que de toute façon, il est temps de passer la parole à Christelle Boulanger, mais je pense que c'était important peut-être au-delà même de la présentation de Christelle que vous allez voir, de présenter le rationnel qui nous a guidés à travers le montage de cette 16e journée scientifique de l'IMEA en partenariat avec l'IRD et avec la SPILF. Voilà, merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup, Gilles. Tu sais, Gilles, on a quelques minutes avant 10 heures. Peut-être, donc je vais en profiter juste peut-être pour te poser une question par rapport à ton premier propos, ton propos d'introduction avant l'ouverture de la session, où tu as parlé de succès très relatif du Global Fund dans la lutte contre la pandémie de SARS-CoV-2. Est-ce que tu peux... sur quoi tu t'appuyais pour dire ça? Alors, d'abord, il faut savoir que seulement, je pense, à peu près 20% de l'argent que le Fonds mondial a consacré à la lutte contre la pandémie de SARS-CoV-2 a été utilisé vraiment pour des produits qui ont un rapport avec la lutte contre le SARS-CoV-2. Des produits ou des interventions qui ont un rapport avec la lutte contre le SARS-CoV-2. 75% de l'argent, dans ce que j'ai vu, mais on a ces derniers temps un peu de problème de transparence. Hélène reviendra peut-être dans la table ronde avec de transparence sur les datas de financement du Fonds mondial. On a un peu de mal de temps en temps à tout décortiquer. Et donc, 75% de l'argent que le Fonds mondial a consacré entre guillemets, à la lutte contre la pandémie de Covid, c'est ce qu'on appelle le C19RM, Covid-19RM, eh bien, a été consacré plutôt à faire en sorte que les programmes de lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose ne périclitent pas dans le contexte de la pandémie de Covid-19. C'était légitime, puisque c'est le fonds de commerce du Fonds mondial. Mais présenter ça comme des financements consacrés à la lutte contre la pandémie de SARS-CoV-2 n'est pas très honnête. Alors par ailleurs, il faut savoir que dans cette lutte contre la pandémie de SARS-CoV-2, le Fonds mondial s'est associé dans un mécanisme avec d'autres qu'on appelle ACT-A, avec l'OMS, avec United, avec beaucoup d'autres bailleurs et acteurs de la lutte contre la Covid, et qu'il a contribué à travers ce mécanisme-là à lutter contre le SARS-CoV-2. Donc son engagement était authentique, mais bon, son engagement financier est très relatif. C'est clair, merci Gilles.